Et nous sommes en live, tout le monde est vivant, tout va bien. Prise 2. Normalement, on va perdre personne. On perdra C'est personne. clair. Prise 2 pour cet épisode 51 de Culture Club Sandwich, l'hebdo, l'épisode de la malédiction, mais on espère qu'elle est partie Elle est finie. avec Sarah et Olivier pour m'accompagner cette semaine. Salut. Bonsoir à vous Salut. deux. Hello. Comment allez-vous? Ça va. Super. Ça va. En forme. Il y avait un moment de fixe un peu, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, ça recommence? Non, ça va. Donc cette semaine, on va vous parler de quoi encore? De beaucoup de cinéma, un peu de séries télé, un peu de jeux vidéo, et globalement ce sera tout, mais ce sera déjà pas mal, parce que là, tous les trois, on a un récap et on a une reco, donc on va pas perdre trop de temps, on va lancer le générique, et puis après on entre dans le vif du sujet. Il fait froid, je vois que Sarah est en mode j'ai très 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 froid. Esquimau. Et je t'accompagne si tu veux. Voilà, j'ai très froid aussi. Ah non, mais là... Il était trop bon la semaine dernière, c'est pas normal. Ouais, c'est ça. Il y a 2 jours, on était en t-shirt, mais tout va bien. Exactement. Et là maintenant, on est en arrêt maladie parce qu'on a pris un rhume. C'est un peu la malédiction, mais bon. Voilà, on est dans des températures un peu plus classiques pour un mois de novembre. Hein, C'est ça. On va dire ça. On revient au normal, mais bon. On revient au normal, effectivement. Et on revient au normal, mais ça fait un moment que j'ai l'impression que j'ai plus d'épisodes avec toi, Sarah, depuis déjà aussi un moment. Bah, 3 semaines, non? Bah ouais, comme avec Elodie, ça Ouais. fait à peu près 3 semaines, un mois. Je sais pas comment on fait, on arrive à ne plus Ouais, à croiser. jumper. Ouais, effectivement, et donc c'est l'occasion pour te donner la parole en premier, même si je sais qu'ici ça devrait tenir. Hein, Oui. Alors, en Mais, plus, j'essaye depuis tout à l'heure, comme j'utilise le Mac d'Olivier, je ne sais pas comment on augmente le son, et j'ai peur d'appuyer sur un bouton et de tout refermer. Donc, je vous écoute attentivement. c'est pas si compliqué que ça, mais pourtant. Bah non, mais il y a un bouton. C'est Avec un haut-parleur. F11. C'est un gros bouton avec un haut-parleur avec 3 Quoi? Où? Là-haut? en haut à droite. Bienvenue J'ai l'impression. dans le SAV. Je vous jure que j'ai l'impression d'être débilos, mais il n'y a pas de haut-parleur. Non, mais écoutez, de toute façon, c'est moi qui parle, là, donc c'est vrai. Il arrive à ma rescousse, je crois, cet épisode de l'enfer. On est d'accord qu'il n'y a pas de... Eh, regardez! Ah, bah, je pouvais appuyer sur F11. Ok. Je croyais qu'il fallait appuyer sur un autre bouton, j'avais peur que ça ferme tout. Non, non, justement, faut appuyer sur le bouton pour que ça fasse le F11. Bon, c'est pas très bon. Allez, j'entends bien. Je vais pouvoir vous faire une reco parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de reco. Je voudrais vous parler d'un film que j'ai vu il y a la semaine dernière, le week-end dernier, qui s'appelle L'amour au présent et qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. C'est le dernier film de John Crowley avec Andrew Garfield et Florence Pugh et c'était sorti en salle tout début, le 1er janvier 2025 pour l'année 2025. Alors, je l'avais loupé en salle et pourtant j'étais hyper curieuse de le voir, notamment pour voir Florence et Andrew ensemble et puis surtout parce que c'est vrai que elle est plutôt forte dans les films comme ça à émotion où elle passe du tout au tout, des grosses émotions hyper brutes, des émotions minuscules et c'est vrai que là je vais vous dire, j'ai pas du tout été déçue puisque j'ai vraiment adoré ce film. Le pitch très rapidement, donc c'est l'histoire de Tobias qui est divorcé, donc un jeune trentenaire divorcé, plutôt beau gosse, et Helmut qui elle pour le coup, donc incarnée par Florence, et alors Tobias c'est incarné par Andrew Garfield, elle est chef cuisinière, elle est hyper ambitieuse, et ils vont se rencontrer tous les deux dans des conditions un petit peu inattendues, je vais pas spoiler, mais ce qui est hyper intéressant c'est que le film ne raconte pas juste la naissance vraiment d'un amour et d'une relation, mais vraiment la vie
d'une relation, la vie d'un amour, une vraie vie, avec des doutes, avec des moments suspendus, avec des secousses aussi, puisque leur relation va évoluer entre moments de bonheur, moments d'intimité, et puis une épreuve majeure, puisque Helmut va avoir un cancer qui récidive. Il y a une petite particularité pour ce film, c'est le choix de narration, puisqu'on nous présente vraiment leur histoire sous forme de fragments. On navigue vraiment dans le temps, on passe d'une époque à l'autre, et en fait on assemble un petit peu l'histoire comme un espèce de puzzle émotionnel. Alors c'est aussi, je pense, une façon de nous faire comprendre que l'amour c'est aussi ça, c'est pas toujours juste des grandes scènes dont on se souvient, c'est des petites choses, des bribes, c'est des impressions. Et je trouve que le choix de ne pas raconter justement leur histoire de façon linéaire, ça nous rapproche aussi un peu de nos propres souvenirs. Moi je me suis beaucoup projetée dans ce film, puisque c'est vrai que nos mémoires ne suivent pas forcément toujours un fil conducteur. Et il y a des scènes vraiment toutes simples mais très touchantes sur ce couple. C'est un bisou dans une cuisine, c'est un silence après une dispute, c'est une décision qui doit être prise à contre-cœur. Et là c'est vrai que les deux sont vraiment très très bons. Ils forment vraiment un couple qui sonne très juste. Pour le coup, c'est assez rare, je trouve, aujourd'hui. Et ça a le mérite d'être souligné parce que c'est pas juste un couple de cinéma. Ils sont pas lisses, ils sont pas idéalisés, ils sont vraiment réels. Alors pour le coup, moi, Andrew Garfield, je le connais pas des masses. Et je trouve que là, il apporte vraiment une jolie douceur. Il porte vraiment la fragilité en façade et ça le rend très humain. Et elle, pour le coup, alors moi je suis amoureuse de cette femme. Elle est hyper lumineuse, elle est drôle, elle est aussi très brute, assez hardcore. Elle apporte vraiment plein de nuances. Et puis elle arrive en plus en tant qu'actrice à la fois de montrer l'ambition, la passion, parce que du coup, comme j'ai dit, elle est chef, mais aussi la vulnérabilité dans les moments où on l'attend le moins. Et je pense que c'est vraiment pour le coup un de ses plus beaux rôles à l'écran. Alors le film n'est pas seulement une romance, comme je l'ai dit, donc elle a un cancer, on l'apprend assez vite dans l'histoire. C'est aussi un film sur la maladie, c'est un film sur le temps qu'on pense avoir avec l'autre, le temps qu'on pense avoir pour soi, et c'est aussi un film sur ce qu'on finit par perdre, et pour autant on sombre pas du tout dans le mélo à aucun moment dans le film, parce que justement c'est traité avec énormément de délicatesse, c'est traité avec beaucoup d'humanité. On sent vraiment la douleur, comme je disais, on se projette, donc on a aussi vachement le vertige. Mais pour autant, voilà, il n'y a pas de cette espèce de manipulation émotionnelle qu'on peut ressentir parfois dans les films d'Hollywood hyper scénarisés. Et voilà, ça a le mérite quand même d'être souligné. Il y a un vrai équilibre aussi dans le film, parce que ça parle de la mort, mais en même temps c'est très vivant, c'est très fragile et c'est aussi très puissant. Et c'est vrai que cette chronologie complètement désordonnée, ça a le mérite de toujours aussi nous ramener au présent. Alors le titre du coup du film porte tout son sens, et vraiment de nous ramener à ces moments qu'on veut vivre dans l'instant. C'est très doux, c'est très mélancolique. Et puis c'est vrai que tout du long, on est un peu dans une petite bulle qui peut un peu éclater à tout moment, mais qui tient le coup, un peu comme leur couple. Et on en sort très secoué. Alors moi, je suis sortie vraiment du film, quand j'ai terminé, forcément on se pose aussi des questions, comme je disais, on se projette, est-ce qu'on profite assez des instants présents, est-ce qu'on profite assez de notre vie, si ça nous arrive, comment on réagirait nous aussi. Et c'est un film qu'on travaille et qu'on ramène avec soi, c'est-à-dire que on en sort, je dirais pas forcément chamboulé, mais voilà, c'est des questions intéressantes qu'on se pose tout du long. Donc voilà, donc si vous aimez les romances assez sincère, loin de l'eau de rose qu'on nous sert habituellement, et qui raconte, et en plus j'en parlerai dans mon récap après, mais qui raconte de vraies histoires, avec aussi douloureuses soient-elles, aussi spontanées soient-elles. Voilà, regardez L'amour au présent. Moi j'ai regardé sur MyCanal, puisque ça vient juste d'arriver, mais c'est aussi dispo en VOD en France. Et c'est vraiment un très très joli film à découvrir. Ok, très bien. C'est vrai que je l'avais vu un peu passer comme ça, sans trop m'y attarder, parce que voilà, j'ai pas l'impression que ça a été trop vendu ni trop mis en avant, ou alors c'est passé assez inaperçu. J'ai vu.
Et, peut-être des trucs sur Blue Sky encore, mais... Et moi, j'avais juste vu l'affiche. J'avais pas vu, en fait, comment dire, j'avais pas vu de bande-annonce. Et l'affiche, en fait, on dirait juste une comédie romantique à la con. On les voit tous les deux sourire dans un manège. Et en fait, on s'attend pas du tout à ça, quoi. Et c'est vrai que j'en avais quand même entendu beaucoup de bien. Et je m'étais dit, bon, allez, je me lance. Et j'ai vraiment pas été déçue. C'est un très joli film. C'est tout simple, hein, pour le coup. Mais moi, je trouve que c'est aussi parfois dans la simplicité qu'on fait de belles choses. Donc à découvrir. Je ne pourrais jamais dire le contraire. La simplicité, c'est toujours très très bien. Mais par contre, il faudrait que je regarde parce que tu disais MyCanal et en VOD. Je vais essayer de regarder si en Belgique on est sur autre chose que ce que tu as cité. Ouais, non, c'est à peu près pareil. C'est en location. Ouais, location. Donc ouais, c'est. Il n'y a pas encore de plateforme. J'ai l'impression. Non, en tout cas en France, c'est sûr que non, mais il arrivera. Ouais, comme je sais que parfois, souvent, on a des différences avec la chronologie des médias que globalement la Belgique elle s'en tamponne un peu. Ouais, non, c'est BTV, donc Canal Plus en Belgique, donc ouais, c'est pareil. C'est pareil. Ok, très bien. Si ça vous dérange pas, moi je vais continuer avec mon récap. Parce que je dis, voilà, je fais beaucoup de jeux depuis le début de la saison, parce que c'est mon nouveau truc. Hein, si je le fais pas, peut-être Elodie pourra le faire, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres qui pourront le faire. Et puis, comme par hasard, ici la rentrée a fait que il y avait quand même beaucoup de jeux qui me tombaient dans les mains et qui fonctionnaient bien. Mais cette semaine, il y a des choses que j'ai regardées au niveau série. Mais pour pas déroger à la règle du jeu vidéo, il y a un truc qui est tombé, je m'y attendais pas. C'était il y a 5 jours, c'était Valve qui s'est dit « Tiens, si je faisais une vidéo, et dans la foulée, j'annonçais qu'en 2026, janvier 2026, sortait une Steam Machine, donc un PC consolisé, un Steam Frame, donc un casque de VR autonome, et une nouvelle manette, donc le SteamPad, que ça j'avais déjà, le Steam Controller, j'en avais déjà la première version, mais ici une nouvelle version revue, corrigée. Ils ont annoncé tout ça d'un coup, dans une vidéo d'à peu près 6 minutes, et puis ils ont dit, voilà, ça c'est pour, c'était donc, je crois, jeudi ou mercredi, ils ont dit, ça sort en janvier. Voilà. On attend encore le prix, on a eu les spécifications détaillées, il y a même eu, parce que c'est ça qui est bien avec Valve, donc qui est derrière Steam et Half-Life, etc. C'est qu'ils ont la tendance à dire, c'est ouvert à tout le monde, c'est sous Linux. On vous laisse décortiquer la machine pour certaines vidéos sur YouTube où on les voit ouvrir la machine, voir comment elle fonctionne. Il n'y a pas de problème. Faites-le, montrez comment ça marche. Ils sont assez confiants dedans. Il nous manque le prix. Ça va être assez décisif, surtout à l'heure actuelle avec les consoles qui sont toujours de plus en plus chères, sachant qu'ici ils disent clairement que c'est un petit PC, vraiment un micro format, un micro format de PC qui pourrait rivaliser avec plus de 70% des PC actuels. Sur des jeux. Le seul truc qui pêche un peu, on le sait, comme c'est Linux, il y a des jeux qui ne tourneront pas dessus, pas parce que c'est pas compatible, qu'ils sont pas assez puissants, mais juste parce qu'ils ont des systèmes d'anti-triche qui en fait ne fonctionnent pas avec Linux, comme par exemple un Fortnite, un Battlefield. Ils ont des systèmes d'anti-triche qui vont chercher dans le noyau même du système d'exploitation, donc ils vont chercher au plus loin possible pour pouvoir détecter les comportements des utilisateurs. Mais faire ça sur Linux, c'est pas possible parce que c'est contre l'open source, c'est contre le côté ouvert de Linux. Donc en gros, même s'ils arrivaient à le faire, il y a des gens qui créeraient des versions de Linux où en fait ça contourne ça. Donc faites comme vous voulez. Puis ça gueulerait surtout dans la communauté Linux pour le coup. Ça gueulerait. Donc Valve n'a aucunement l'intention de faire ça. Le seul truc qu'ils pourraient faire, c'est de proposer un environnement un peu, comme ils appellent un sandbox, donc vraiment un truc un peu fermé qui se lancerait en surcouche de tout ça. Mais il faudrait que tout le monde se mette d'accord. Et voilà. Ce qui fait quand même
quelques centaines de jeux non compatibles, mais surtout dedans des gros jeux qui sont beaucoup joués actuellement. Donc déjà, si on ne cite que Fortnite par exemple, bah ouais, c'est un peu compliqué. Mais en dehors de ça, Fortnite qui vient juste d'annoncer une collab avec Formule 1. Oui, il va y avoir tous les skins des voitures de Formule 1. Désolé, moi c'est le seul truc qui m'a retenu sur Fortnite. de toute façon, en fait, Fortnite, il y a Kill Bill qui va arriver. Ouais, Là, ils c'est annoncent les des collabs Simpsons. tous les 3 jours, c'est un truc de ouf, quoi. Oui, voilà, mais ça c'est leur truc. Ça, c'est leur truc. Mais voilà, je voulais rapidement toucher un mot sans trop rentrer dans les détails techniques parce que je pense pas que ça parle à tout le monde. Tout est détaillé sur le site de Steam. Euh, J'avoue que je suis un petit Yankee, comme on dit. J'étais en train de regarder pour moi me faire une nouvelle machine, donc j'attends de voir le prix de ce truc-là. Parce que son format, parce qu'il peut être utilisé en tant que machine réellement, c'est un PC. Hein. Un PC qui tourne sur Linux avec une surcouche derrière pour pouvoir lancer des jeux facilement comme sur une console, une Xbox, une PlayStation. Donc si vous voulez faire du travail avec des logiciels qui sont compatibles Linux, il n'y a pas de problème. Mais ouais, ça dépendra du prix. Il y a deux versions, une version 512 Go et une version 2 Tera avec un port micro SD qui permet de remonter un peu la capacité, donc mémoire de tout ça. Mais c'est vrai que si là tout le monde attend le prix au tournant, il y a des rumeurs qui disaient entre 800 et 1000 euros selon la version, ce qui pour un PC est dans les assez classique, surtout dans ce format-là, faut le regarder, c'est un cube. Mais il y a d'autres rumeurs qui disent que la première version sera à 450 euros. Et si c'est le cas, là, Microsoft ferait un peu la gueule. Et vu ce que le président de Xbox a dit dernièrement, merci à Valve de faire une nouvelle Xbox. Ouais, c'est un peu ça, hein. Donc, est-ce que c'est un petit clin d'œil comme ça pour dire on a bien compris, parce que c'est vrai que la console ressemble à une Xbox Series X en cube, mais où est-ce que dans l'idée de Microsoft d'aller sur toutes les plateformes possibles et imaginables, est-ce qu'en fait ils n'auraient pas envie de dire oh bah écoutez, de toute façon on va vous faire une petite version du Xbox et Xbox Game Pass compatible et comme ça on est chez tout le monde, quoi. Voilà, donc je sens que début 2026 va être sympa. Ça va être très très sympa. On va pas trop te voir, quoi. Non. En tout cas, bon, c'est clairement pas GTA que j'attends, donc de toute façon GTA il a été repoussé à novembre prochain. Ouais, j'ai pas même pas envie d'en pendant parler. ce temps-là, il y a des petits trucs au niveau justice qui sont en train de se tramer, donc ça pue très fort. Mais donc, j'ai pas fait que ça, j'ai regardé commencé deux séries. J'ai commencé The Chair Company qui est sur HBO, donc HBO Max. Ça avec mon petit préféré, Tim Robinson, qui l'a créé avec Zach Canine. Et donc on retrouve au casting Tim Robinson, Lake Bell, Will Price et d'autres noms que l'on connaît plus ou moins. Et ça parle de quoi ? C'est un thriller comédie assez bizarre, enfin dans le style de Tim Robinson. Hein, si vous avez déjà vu ce qu'il fait globalement, voilà. I Think You Should Live sur Netflix pourrait vous donner un clin d'œil du genre d'humour complètement décalé. Et c'est le cas parce qu'en fait c'est un manager d'une boîte qui travaille sur de la sécurité sur des chantiers, qui lors d'une présentation en fait va se retrouver à s'asseoir sur une chaise qui casse. Et cette chaise, en fait, ça va l'énerver, ça va partir en couille très très vite. Il va essayer de retrouver la société qui est derrière ça pour pouvoir leur demander des excuses. Mais en fait, il le prend vraiment très 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 à cœur et ça part dans un truc très étrange, un mélange entre I Think You Should Live et Severance dans l'idée. Donc si vous aimez les trucs totalement absurdes, l'humour ou pince sans rire et des choses étranges un peu effrayantes parfois, voilà, c'est un truc à suivre. C'est des épisodes de 30 minutes. Et il y en a, je crois, 6 qui dispo donc, sur HBO. Ouais, c'est ça. 6, c'est pour une saison. Franchement, le premier épisode, si vous n'aimez pas, ça ne passera pas pour le reste.
Mais globalement, si vous avez aimé le premier épisode, c'est parti jusqu'à la fin. Moi, je suis au 3e, donc j'ai encore 3 épisodes à regarder et j'ai bien hâte. Et l'autre, c'est en discutant tout à l'heure sur le groupe WhatsApp, Florian parlait de Stumble, la nouvelle série de Jeff et Liz Astroff. Donc, entre autres, Trial and Error j'ai perdu le nom de l'autre avec Courtney Cox. C'est pas grave, c'était un truc d'horreur. C'était Veil. Scream. C'est autre chose. Avec Courtney Cox. Oui, Courtney Cox. Shining Veil. Shining Veil, voilà. J'avais Veil, mais j'avais plus le truc. Donc j'avais Silent, je sais pas pourquoi. Peut-être Silent Hill, c'est peut-être un rapport. Silent Veil, il y a un truc aussi qui s'appelle Silent Veil. Voilà, mais c'était Shining Veil qui était une comédie horrifique, donc par le créateur Jeff Astroff. Et ici, on est de retour sur un documentaire sur une coach de cheerleaders qui se retrouve propulsée malgré elle dans une école dont le nom est imprononçable, avec un programme cheerleader qui n'existe pas, elle doit tout refaire. Donc en gros, c'est Trial and Error qui rencontre Glee, plus ou moins. Et c'est l'humour typique si vous avez aimé Trial and Error, vous allez aimer ça, parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques clins d'œil, mais j'ai pas été jusqu'à dire que c'est du copier-coller non plus. C'est des gags visuels, c'est des gags en second plan, en troisième plan, c'est des jeux de mots, des incompréhensions dans tous les sens, c'est des jeux sur le plan de films même. Il y a un gag avec Christine Chenoweth qu'on retrouve aussi. Décidément, oui, beaucoup de noms dedans, mais il n'y a pas que elle, il y a Taran Killam et Jen Lyon que je connaissais pas vraiment, qui est donc à la tête de cette série. Elle était dans Close et dans Justified. Voilà. Ça vous parle pas plus que ça. Alors, son nom, je saurais pas si je vois sa tête, oui, parce que j'ai vu tout Justified, mais... Voilà, donc en tout cas, elle jouait Lindsay Salazar dans Justified. Parce que voilà, le prénom ne te dira pas plus que ça. Bref. Elle joue la coach. C'est une coach qui a plus ou moins raté sa carrière, mais elle veut absolument y arriver. Et forcément, c'est une équipe de misfits assez magnifique. Et puis le format documentaire est bien utilisé, même d'un point de vue limite. C'est limite un documentaire de documentaire, en fait. Tellement il se parodie dans les choses et dans tous ceux qu'on a vus dernièrement. Donc c'est vrai que le format documentaire, on en voit, mais alors de plus en plus. Et là, en fait, il s'en moque un peu. Bref, moi j'ai regardé les 2 premiers épisodes. On est aussi sur du 20 minutes. C'est chez NBC et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup et j'attends la suite. Ça, par contre, niveau disponibilité sur les plateformes, vous pouvez vous brosser. Hein. Je pense. Et on ira le chercher ailleurs. Oui. On ira le chercher chez Bob VHS. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai regardé. Moi j'ai fait cette semaine à côté de Ark Raiders évidemment parce que ça j'y joue quasiment tous les soirs. Bon, voilà, la drogue. Bon, de ton côté Olivier, toi tu avais une reco qui est aussi du film. Oui, c'est ça. Je suis allé pas mal au cinéma ces derniers temps et je vais vous parler d'un film qui est sorti assez discrètement sur les écrans français le 5 novembre dernier, qui a eu une presse assez mitigée, mais que j'ai pour ma part beaucoup aimé, au point, à mon avis, de le mettre dans mon top en fin d'année. C'est un film qui s'appelle La Vague de Sébastien Delio. Alors c'est un film chilien, donc le titre original c'est La Ola. Et c'est un film qui est inspiré par une série de blocages des universités chiliennes en 2018 par des étudiantes qui à l'époque ont crié leur colère face aux agressions sexuelles qu'elles subissaient de la part de leurs camarades masculins et de certains professeurs. Et donc le film revient sur ces événements de 2018 et suit Julia, qui est une étudiante en musique et qui raconte l'agression qu'elle a subie
et qui devient ainsi l'égérie du blocus et un petit peu la personne autour duquel le problème se cristallise. Et en fait, la particularité de ce film, c'est qu'il est traité sous forme de comédie musicale. Et c'est une comédie musicale avec des chansons qui sont très revendicatives, qui expriment vraiment toute la colère, et pas seulement d'une génération de jeunes femmes, mais de toutes celles qui l'ont précédée. Et, euh, et j'ai entendu pas mal de critiques concernant ces chansons parce que en fait, effectivement, c'est pas des chansons classiques de comédie musicale. C'est souvent, ça ressemble plus à des cris de rage. C'est des chansons qui sont presque tribales, avec un jeu sur les dissonances, sur des chœurs très agressifs, avec des ruptures entre des parties mélodiques et des parties très très rythmiques, avec pas mal de percussions. Donc clairement, on n'est pas là du tout pour concurrencer le prochain tube de La Reine des Neiges 5. Ici, le but, c'est vraiment de hurler sa rage, de créer un espèce d'exutoire à ce que vivent ces étudiantes, ces étudiantes chiliennes. Et personnellement, moi, j'ai adoré ces chansons. Je trouve ça hyper revigorant. Je trouve ça réjouissant de voir cette contestation s'épanouir de manière aussi viscérale. Et voilà, je trouve qu'il y a une vraie dimension euphorisante qui permet de rappeler que la révolte, c'est pas seulement un mauvais moment à passer, ça peut être aussi quelque chose de très joyeux, de très libérateur. Et voilà, les chansons et en même temps, ouais, en même temps, il y a des moments où le mouvement, en fait, il a des hauts, des bas, et en fait, les chansons, elles sont faites comme ça de rupture entre colère, euphorie, espoir, et ça suit un petit peu le parcours de ce mouvement. Et je les ai trouvées vraiment, vraiment, vraiment très, très bonnes. Et l'avantage d'avoir choisi ce genre qu'est la comédie musicale pour traiter de cette histoire, c'est que c'est aussi une possibilité de s'éloigner de la réalité. Et il y a clairement un moment dans le film où il bascule en fait dans l'irréel et dans le fantasme pour pouvoir interroger toutes les facettes de ce mouvement. Et en fait, en gros, Julia, elle imagine euh, au moment, la veille du blocage, en fait, elle imagine ce que va être le blocage. Et donc, ça lui permet d'imaginer un petit peu tous les scénarios qui peuvent se passer durant ce blocage. Et, euh, et d'un point de vue et du coup d'un point de vue cinématographique, le film devient à ce moment-là vraiment assez dingue puisque ça devient pratiquement une longue séquence de chorégraphie et de musique continue pendant 1 heure. C'est quasiment non-stop, tout s'enchaîne et avec de longs plans séquences, des grosses chorégraphies et tout. Donc c'est visuellement c'est vraiment impressionnant avec beaucoup de figurants et tout. Mais dans le fond, ça permet aussi de montrer la difficulté pour ces jeunes filles en fait de parler, parce que ça montre effectivement au niveau des chansons le côté libérateur de la parole, mais ça montre aussi les risques qu'elles encourent et toutes les formes en fait de pression qu'elles vont pouvoir subir de la part de la fac, de la part de la société, de la part de leurs parents, de la part des parents, des gens qu'ils accusent, de la part des médias. Et surtout, et c'est le cas de Julia, c'est que la difficulté, elle est pour les étudiantes qui sont les plus précaires, parce que c'est des étudiants qui dépendent énormément des bourses, et que au moindre problème, cette bourse, elle peut sauter, quoi. Donc, ce côté fantasme permet de tout englober, et même la responsabilité de l'art et du cinéma est questionnée. Dans une séquence assez étonnante où tout d'un coup la caméra recule et on voit tout le plateau avec le réalisateur et tout, et où les étudiantes prennent à partie le réalisateur du film pour lui reprocher en fait de faire un film alors que c'est un mec c'est un mec blanc d'une cinquantaine d'années. Et du coup, le débat, il est lancé. Est-ce que il le pose lui-même, c'est-à-dire est-ce que lui, il a le droit en tant que comme blanc de 50 ans de parler de jeunes filles qui se rebellent face au patriarcat. Et je trouve qu'il le fait de manière hyper intelligente
et de manière très surprenante dans le film et j'ai beaucoup aimé ça parce que ça veut dire qu'il s'englobe aussi dans la réflexion et voilà et en fait j'entends et je lis beaucoup que le film serait confus, qu'il y aura une forme de confusion dans le récit, mais en fait je pense que cette confusion en fait elle est là pour montrer la confusion de notre société qui sait plus tellement sur quel pied danser et du coup, je pense que cette confusion, elle est faite exprès en fait. Et cette longue séquence à peu près d'une heure dont je vous parlais, qui passe un peu du coq à l'âne, qui passe de l'espoir à l'euphorie, à la désillusion, ça montre aussi comment la société s'organise face à ce type de mouvement, médiatiquement, au sein des cellules familiales, pour justement essayer de rendre tout ça confus, de complexifier le débat, pour faire passer en fait ces étudiantes pour des folles dangereuses qui cassent tout, qui cassent tous les fondements de la société, et qui créent un espèce de tourbillon qui fait que finalement les victimes deviennent les agresseurs. J'ai l'impression que vraiment je sais pas s'il y a d'autres mots que confusion, mais c'est vraiment l'expression du tourbillon perpétuel de notre époque, dans lequel on nous plonge constamment pour éviter qu'on ouvre les yeux sur des problèmes d'une société patriarcale qui veut continuer à régner et dans laquelle la loi du plus fort s'applique, quoi. Et voilà, moi je suis face à un film qui cinématographiquement est très fort et très 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 bien réalisé avec des plans honnêtement que j'ai pas vu cette année au cinéma. Il y a des idées de réalisation, il y a une séquence d'intro dans une boîte de nuit avec un jeu de lumière qui est incroyable. Il y a un plan que je me demande pourquoi personne l'a fait avant en fait. Il utilise la lumière d'une telle manière que ça donne un effet qui est vraiment saisissant. Et c'est un film qui est puissamment politique aussi, qui explose complètement les codes du genre de la comédie musicale pour entrevoir la possibilité d'un futur différent, même si la fin est un peu douce amère, mais parce que c'est une fin qui est lucide et réaliste. Mais c'est un film qui montre que chaque voix compte, que l'expression de la colère, bah, ça peut être quelque chose de vraiment enthousiasmant, quelque chose de libérateur. Moi, il y a certaines chansons qui m'ont filé des frissons. Il y a quelques séquences qui m'ont pas mal chamboulé aussi. Alors, trigger warning, il y a des récits d'agression qui peuvent être un peu difficiles à entendre pour certaines. Mais moi, en tant qu'homme, même si c'est pas très agréable à entendre, je pense que c'est important de me rendre compte de la capacité qu'ont tellement de mes congénères masculins à être des grosses merdes. Je trouve que c'est toujours frappant et salutaire, à mon avis, de prendre ces témoignages en pleine gueule pour se rendre compte un peu de l'immensité du problème et que ce problème-là, il ne passera que par un renversement de table, en fait. On peut pas, la négociation c'est bien, le dire c'est bien aussi, mais à un moment donné il va falloir renverser la table, quoi, pour changer de paradigme et changer la vision qu'on a de la société. Donc voilà, je trouve que c'est un film qui donne vraiment envie de se battre pour un monde meilleur, pour briser des traditions et des comportements qui ont jamais eu lieu d'être, mais qui malheureusement continuent à polluer et à diriger nos sociétés. C'est un film qui pose le débat, qui devrait donner envie à tout le monde en fait de mettre tout à plat dans la bonne humeur, de se dire qu'une société plus juste, bah, c'est quelque chose de réjouissant, mais finalement entre la réception critique et le peu de remous que le film a eu et le peu de presse que le film a eu, bah, je me dis que finalement on n'est peut-être pas tout à fait prêt à penser à ça et que je pense qu'un tel film aurait dû faire plus de bruit et pourrait servir de porte-étendard pour des mouvements plus amples, quoi. Mais bon, je pense qu'il y a quand même là-dedans un certain optimisme à avoir et je me dis que c'est une première pierre pour lancer des débats et continuer le combat.
Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir la vague. Il n'y a plus beaucoup de cinéma qui le passe malheureusement parce que il a été très mal distribué. Mais en tout cas, c'est moi la BO, je l'adore. Je l'écoute, je l'écoute régulièrement. Il y a des vraiment des morceaux d'anthologie là-dedans. Donc je vous conseille vraiment. Ok, très bien. Donc là, voilà, la vague 2025, toujours précisé, parce que si vous tapez la vague, il y a un film de 2008. Il y a le film, c'est un film allemand, je crois. Oui, bah oui. C'est pas du tout le même sujet. Non, pas du tout. Mais donc, fais gaffe, parce c'est le premier qui ressort vu qu'il est sur Prime Video. C'est la Ola en fait. Voilà. En VO, je sais pas pourquoi ils ont pas gardé, parce que la Ola, on voit tout ça pas ce que c'est quoi. Bah oui, voilà. Et j'ai mis, j'espère que ça se voit aussi sur le live, mais j'ai mis l'affiche en illustration ici. Voilà. Oui, je teste le truc. Je suis un peu fou. Ouais. Et l'affiche d'ailleurs, elle est assez. Elle montre bien un petit peu la tonalité du film, quoi. C'est vraiment un film très coloré, un film. Enfin, voilà, c'est un pays d'Amérique du Sud. On sait qu'il y a le sang chaud, il y a voilà, c'est un film qui est haut en couleur. J'aime beaucoup l'effet bleu-rouge et puis le jaune au-dessus pour le soleil. Là, déjà dans les couleurs de l'affiche, il y a des... Ouais. Et puis c'est un film qui ne refuse pas l'outrance en fait. Il y a beaucoup de jeux de comédiens qui sont dans l'outrance, mais c'est fait exprès en fait. C'est vraiment on est presque dans de la comédia dell'arte quoi. C'est les méchants jouent des rôles de très méchants. Ils ont des faciès, ils ont des visages qui se déforment. Ils ont on est aussi un peu dans le fantasme, donc et ça ne refuse pas ça quoi. Ça va faire le truc à fond. Après on rentre dans le film, on rentre pas dans le film, mais je trouve que cinématographiquement c'est hyper fort quoi. Ok, très bien. Sarah, de ton côté, on passe à tes récaps et je vais essayer de partager aussi autre chose. Tant qu'à faire, autant... surprise. Alors du coup, j'attends que tu affiches ou interactivité, ouh. Oui, j'ai fait un week-end Hugh Grant, mais malgré moi, je me suis pas rendu compte, puisque j'avais quelques films de rattrapage. Il y a pire, oui, tout à fait. Non, franchement, c'était bien. Au bureau, on a un challenge de regarder des films cultes qu'on n'a jamais vus, et donc ça faisait partie d'un des films que je n'avais jamais vu. Notting Hill. Écoutez, c'était sympathique. J'étais un peu déçue parce qu'on me l'a vraiment vendu comme une des meilleures comédies romantique de blablabla et blablabla et blablabla. Donc j'ai trouvé ça sympa, j'ai passé un bon moment, mais et je me suis fait défoncer sur les réseaux sociaux, notamment par notre cher ami Film de Lover, dont c'est le film préféré. Mais c'est vrai que je m'attendais à un truc un petit peu plus, je sais pas, un petit peu différent, quoi. Ouais, mais voilà. après, tu l'as vu tard, parce qu'en fait, en vrai, à l'époque, ça renouvelait un petit peu les comédies musicales. Depuis, tout le monde fait du Notting Hill. Bah, donc forcément, ça... C'est un peu ça. Et puis c'est vrai que du coup, je l'ai vu peut-être après aussi, les Love Actually et compagnie, qui à mon avis sont très inspirés aussi de ça, comme tu dis. Ah oui. Et donc du coup, j'avais un peu l'impression d'avoir regardé un truc réchauffé, quoi. Mais bon, c'est simple, c'est doux, c'est drôle. Julia Roberts, elle est sublime dedans, alors que je suis pas très fan d'elle en plus, donc c'est sympa. Forcément, voilà, c'est une histoire d'amour qu'on a tous envie de vivre. Évidemment que moi, je me suis déjà dit, j'aimerais bien croiser Tom Hardy un jour en interview et qu'il tombe fou amoureux de moi. Voilà, c'est des choses auxquelles on pense. Mais voilà. Et puis le second... C'est quand même très très précis. Alors le second, parce que c'est en suivant ta liste ou pas parce que... je sais pas. Je sais pas si j'ai mis dans l'ordre de ce que j'ai regardé, mais du coup ça va être une surprise. Ça va être une surprise. Amy Hérétique, non ? Je crois que c'est ça. J'ai mis Bridget Jones. Ouais. J'ai mis Bridget Jones 3, pareil. Je fais un petit rattrapage en fait des films de 2025 que je voulais voir et que j'ai pas vu. Et Bridget Jones en faisait partie parce qu'en fait moi c'est déjà un livre avec lequel j'avais grandi quand j'étais ado, et puis les films aussi. Et j'étais un petit peu curieuse de retrouver Bridget parce qu'à l'époque voilà c'était fun et tout.
Bon, on va pas se mentir, la petite, j'ai oublié Renée Zellweger, elle est devenue un petit peu agaçante. C'est sympa, mais sans plus. C'est sûr que j'ai préféré C'était Notting Hill à agaçant dès ça. le premier, alors. Un peu plus là, j'ai trouvé après. Ah, Là, elle a quand même du mal à. On a quand même du mal à la voir jouer, quoi. Parce que c'est vrai que physiquement, elle s'est beaucoup transformée. Euh, Après, c'est toujours sympa de voir Chiwetel Ejiofor. J'adore cet acteur, donc c'est cool. Par contre, j'ai été complètement trompée par la présence de, comment il s'appelle, Colin Firth, qui apparaît les 5 premières minutes et après n'est plus du tout dans le film. Donc ça, c'était quand même pas très sympa de mentir sur ça. Euh, mais voilà, ça se regarde, film à la con de dimanche soir, tu l'as regardé, tu l'as oublié, voilà, on passe vite à autre chose, quoi. Ouais. Par contre, Par contre, le film d'après que j'ai regardé, et du coup qui a notre ami Hugh dans un rôle foncièrement différent de ce qu'on a pu voir précédemment. Donc c'est marrant parce que je crois que j'ai regardé Notting Hill, puis Hérétique au milieu, puis Bridget Jones après. Ou alors oui, j'ai regardé effectivement. Hérétique, puis Notting Hill, donc il était très très jeune. En tout cas, Hérétique, le pitch, c'est un mec un peu chelou, un peu psychopathe, qui enferme dans sa maison deux petites bonnes sœurs. Alors, je sais pas si c'est des bonnes sœurs ou des témoins de Jéhovah ou un truc, elles sont mormones en tout cas. Et en gros, il les prend en otage et on ne sait pas si elles vont s'en sortir, etc. C'est très surprenant. Je m'attendais pas du tout à ça et c'est vrai que j'ai été prise du début à la fin. C'est vraiment typiquement le genre de film. Moi, ça me fait pas trop peur ce genre de personnages. Moi, j'ai plus peur des fantômes que des vrais gens. On est quelques-uns comme ça, mais et il y a des phases en fait dans le film qui te font moi, quand c'est même l'inverse. un peu douter. Mais beaucoup de gens. Hein. Je sais que moi, c'est pas très logique, hein, mais en fait, je me dis face à quelqu'un de vrai, je sais comment le tuer. Face à un fantôme, qu'est-ce que tu veux faire? Il va te balancer contre les murs dans tous les sens. De toute façon, tu ne peux rien Tu faire. vas tuer la mort. Donc voilà. Mais Hérétique en tout cas, bon thriller horrifique, honnêtement. Lui, il est très très bon dedans. Je l'ai trouvé à contre-courant de ce qu'on a l'habitude, évidemment forcément l'habitude de le voir dans les films. Et puis surtout, de l'avoir vu, et juste après de l'avoir vu dans Notting Hill, on voit quand même déjà la différence d'âge et puis surtout c'est vrai que là il a une palette de jeux assez intéressante et dans les deux nanas qui sont prisonnières entre guillemets, il y en a une qui était dans Companion qu'on a vu aussi cette année et qui est vraiment une bonne actrice, hein. Je suis assez contente de la revoir, j'espère qu'on la verra un petit peu plus à l'écran cette jeune femme dont j'ai oublié le nom malheureusement mais voilà, bon film bien tenant honnêtement à regarder quoi. C'est aussi ces trois sont dispo. Alors comment ça s'appelle? Notting Hill c'est dispo sur HBO Max, il me semble, en France et Hérétique et Bridget Jones c'est dispo sur Canal. Ok, très bien. Je vais passer à ma reco s'il n'y a rien d'autre à ajouter à tout ceci. Alors j'essaie de faire tout ça en live. C'est Bah compliqué. franchement c'est chouette hein, vachement bien. C'est assez compliqué. Mais moi je vais parler de ceci. Ah. Dispatch. Dispatch qui est un jeu Les toilettes qui... publiques masculines. Ben, il y a un moment là-dedans, c'est l'image qu'ils ont utilisée sur Steam en tout cas, mais ça ne... c'est pas le meilleur résumé pour être très franc. J'en avais parlé quand j'avais fait, je pense, la démo, peut-être un peu les premiers épisodes. C'est sorti le 22 octobre dernier et c'est un jeu épisodique. Donc on avait 8 épisodes séparés en 4x2 épisodes qui se sont terminés donc le 12 novembre dernier, donc mercredi dernier. C'est en fait le premier jeu de la société Haddock Studio avec Critical Role dans niveau écriture et aussi les voix. Critical Role en fait c'est la bonne auberge et ce genre de choses américaines on va dire, hein, mais avec plus de budget et peut-être d'aura aussi. Désolé si ça choque certaines personnes, mais voilà, c'est comme ça. Critical Role, c'est pas le premier truc qu'ils font au niveau jeu, c'est pas la première fois qu'ils font autre chose que leur séance de jeu de rôle filmé, mais c'est vraiment le premier jeu à 100%
qui est où on voit leur logo, et Haddock Studios, ce sont des anciens de Telltale Games qui avaient fait donc entre autres les Wolf Among Us, les The Walking Dead, enfin son point and click et épisodique aussi, Tales from the Borderlands, enfin pas mal de jeux dans ce genre-là qui étaient souvent très bien écrits et avec des choix qui avaient des implications assez fortes. C'était déjà épisodique, mais le souci qu'il y avait à l'époque, c'est que on avait 1-2 épisodes, et puis parfois il fallait attendre 3 mois, 4 mois plus pour avoir les autres épisodes. C'était un peu long et on perdait un peu parfois le fil. Surtout que, comme je disais, les choix qu'on faisait avaient une implication. Ici, pas le temps d'oublier, parce qu'on a eu vraiment une diffusion façon Netflix, Disney+, et autres. D'ailleurs, le format des épisodes, c'est tellement bien rythmé, tellement bien cadenassé dans leur façon de faire. J'expliquais pourquoi. On était sur une durée d'à peu près 45-50 minutes par épisode. Donc vraiment comme une série télé. Alors pourquoi j'insiste là-dessus, c'est qu'autant les anciens jeux de Telltale, on faisait avancer le personnage, puis on avait des choix de discussion, mais on avait souvent un peu de temps pour choisir ce qu'on voulait dire et un peu réfléchir. Ici, c'est en flux continu, c'est-à-dire que l'épisode se déroule devant soi et on va avoir des discussions avec 3 choix de réponse à chaque fois, et ces 3 choix-là, il faut globalement aller assez vite pour les choisir. C'est pour jouer un peu sur le côté, ne pas perdre le rythme de l'histoire, mais aussi jouer un peu plus sur le côté instinctif de ce qu'on voudrait répondre. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des phases un peu moins intéressantes, mais qui sont quand même de quick time event. Donc c'est des moments où il va y avoir une scène d'action et on va vous demander d'appuyer sur certains boutons au bon moment, de façon un peu entre guillemets rythmée, pour pouvoir continuer là-dessus. Ce sont des choses qui, niveau accessibilité, on peut enlever si jamais ça ennuie certaines personnes ou si c'est un peu compliqué. Ces phases-là, on peut les laisser juste en vidéo déroulante. Et on a par épisode deux moments où on est dans le dispatch. Parce que dispatch, ça parle d'un ancien héros qui, son grand-père et son père étaient... ils avaient l'armure de Mecha Man, une espèce de Iron Musulman. Man... Un Iron Man musulman, pardon. Elle est bonne. Donc Mecha, M-E-C-A, le mécanique. Et donc il va... Elle est bonne, franchement. Tu m'as eu là. Ça va être compliqué. Bref. Il faut pouvoir se crier à la Wagbar. Non, pas du tout, parce que là, justement, il s'est fait attaquer par Shroud, qui est un ennemi qui l'a détruit son armure, et il avait mis toutes ses économies dedans. Il n'a pas pu réparer, donc il se retrouve un peu à la rue. Et il va être un peu sauvé par la super héroïne qui s'appelle Aurore. C'est Blaze Girl, je crois. Si je me trompe pas, faudrait que je revérifie. C'est Blaze Girl en anglais et Aurore en français ? Non, c'est Blaze quelque chose, mais oui, ils l'ont appelé Aurore. C'est un peu pourri. Oui, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Aurore. Superman en français, c'est Jean-Michel. Oui, mais non, en fait, c'est le côté un peu, je sais pas pourquoi on l'a appelé Aurore. J'ai l'impression que c'est le côté un peu princesse, mais je sais pas pourquoi. Bref. Lever de soleil, peut-être, un truc. Le lever de soleil, oui, parce qu'elle a un peu un truc sur son costume. Et en fait, lui, il est sauvé par elle, et elle lui propose, écoute, si tu veux, on pourra t'aider à réparer ta combinaison, mais entre-temps, on a besoin d'aide pour le dispatch. Niveau des super-héros, donc la personne qui est derrière son ordinateur pour envoyer les super-héros sur les différentes missions. Et les différentes missions, ça peut aller on faut sauver un chat dans un arbre, comme il faut enlever une bombe quelque part. Donc c'est vraiment, on a un peu de tout. Et quand ça se passe, mais en fait on est devant un écran où on a une carte de la ville, où on va voir les héros aller dans les endroits, et ces phases-là, il va falloir bien choisir son héros, parce qu'il y a des phases où il faudra être beau parleur, ou rapide, ou être plus fort, etc. Et tous tes personnages, à force de travailler avec toi, vont évoluer, ils vont avoir des points d'expérience qui vont pouvoir être répartis dans toutes les phases, donc le côté intelligent, rapide, fort, etc., etc.
Et pendant toutes ces phases-là, on se dit ouais, c'est un peu emmerdant de voir des gens partir comme ça en mission et c'est tout. En fait, pendant ce temps-là, le scénario continue de se dérouler. Donc les gens se parlent entre eux, il y a des trucs qui se sont passés avant qui vont avoir de l'influence sur ce qui se passe dans ces phases-là. Et toi, en tant que super-héros, enfin ancien super-héros, tu ne peux pas dire que tu en es un parce que l'équipe que tu dois gérer, c'est la Team Z. Et la Z, c'est pourquoi ? Parce que ce sont des anciens super-vilains qui sont en reconversion. Et donc, il est possible que c'est dans ces super-vilains, toi, en fait, t'en es super frappé l'un ou l'autre. Ou peut-être malmené d'autres. Et donc, ils sont un peu, ils ont un franc-parler, ils se chamaillent les uns les autres, ils te vannent toutes les 5 secondes. Et t'as vraiment toutes ces relations humaines entre les personnages qui sont très, très, très intéressantes et super bien écrites. Et chaque épisode, c'est à peu près comme ça, une construction qui va se répéter. On aura aussi des phases de hacking où il faudra essayer de hacker certains trucs avec des jeux un peu d'adresse. Donc on s'ennuie absolument jamais dedans. Le tout est doublé excellemment, mais uniquement en anglais. Avec la voix de... ton personnage s'appelle Robert Robertson, troisième du nom. Et il est doublé par Aaron Paul. Excusez du peu. Hein, voilà. On a aussi, après, Aaron Paul, il a pas grand-chose à se mettre sous la dent en ce moment, hein, donc à mon avis, mais bon, quand même, dans un jeu, c'est voilà. Et en plus de ça, dans la promo, il s'est bien donné aussi. On a aussi, j'essaie de le retrouver. On a Jeffrey Wright qui fait un personnage aussi. Dans les personnages, on va dire du côté d'Hollywood, mais on a aussi une voix très connue de niveau VO qui est Laura Bailey, qui joue le rôle de ma petite préférée, qui s'appelle Invisimeuf ou Invisipouf en français. Donc c'est Invisigirl ou Invisibitch, tout simplement. Mais on a des youtubeurs et des streamers américains bien connus comme Moist Critical, Jacksepticeye, qui donnent leur voix. Donc on a vraiment un peu de tout dedans et c'est franchement intéressant. Et moi je me suis retrouvé au bout des 8 épisodes à me dire en fait il m'en faut vraiment encore, et dans ce format là, parce que c'était génial de se dire j'ai fait mes deux épisodes, hop, j'ai un petit cliffhanger et je dois attendre une semaine pour avoir la suite. C'est assez cool. Bon, maintenant si vous l'achetez globalement ça coûte à peu près 25€, donc c'est pas non plus excessivement cher. C'est sorti sur PlayStation 5 et PC uniquement. Vous avez à peu près 8 heures de jeu et de série en même temps, quoi. Et niveau animation et production, ça n'a absolument rien à envier à toutes les séries qu'on peut voir actuellement au niveau série d'animation. C'est impressionnant dans les détails des expressions, des mouvements, et même dans l'écriture. Même si on peut regretter parfois des petites vannes un peu en dessous de la ceinture, façon The Boys, mais sans être trop fatigant comme The Boys peut l'être depuis déjà trop de saisons. Voilà, donc Dispatch, en fait, c'est le genre de truc de super-héros que moi j'aurais aimé à voir à la télé, et puis finalement on l'a de façon interactive, et c'est franchement pas plus mal, parce que je me suis rendu compte que les personnages, on s'y accroche vraiment à cette équipe de Misfits. Au début, on se dit comment on peut les aimer, alors qu'en fait, il n'y a absolument rien à aimer chez eux. Et en fait, on finit par se rendre compte que il y a des trucs derrière, il y a des sous-couches derrière, il y a des choix à faire qui te font voir les personnages de façon totalement différente. Et alors, petit point pour finir, il y a un super-héros dedans qui s'appelle Phénoméman, qui est donc l'espèce de Superman de ce monde-là. C'est un extraterrestre super-héros, donc il a l'apparence d'un gros gars avec un peu... c'est un papa super-héros avec une moustache, tout ça, et il comprend pas les humains. Mais il va se passer quelque chose qui va le déprimer, et je le trouve très drôle parce que on le voit se déplacer dans les bureaux en ne volant pas, en fait. Il vole à 5 cm du sol, les bras ballants, les pieds un peu traînés comme ça, et il est déprimé, il déprime tout le monde parce qu'il y a des choses qu'il comprend pas chez les humains, et je trouve ça l'écriture est vraiment très cool, et les personnages le sont aussi. Voilà. Trop bien. Donc Dispatch, très très bonne adresse. Alors, on va passer du côté
des récaps de Olivier, et j'espère que je ne vais pas me tromper dans ce que je vais mettre. C'est celui-là, je pense. Non. Non. C'est pas ça. J'ai anticipé le truc en mettant des petites informations supplémentaires. Ah, tu les as mis après alors, parce que je les ai Ouais, pendant. Écoute, en attendant que je vais chercher, tu as celui-là. Ouais, c'est ça. Alors. Celui-là, je suis sûr que c'est bon. Eh ben non, c'est pas ça. Mais il est sorti ce film-là? Ouais, c'est ce que. Et donc c'est Les Braises, pour ceux qui ne sont pas. C'est Les Braises. C'est un film de Thomas, je sais pas comment on dit son nom, Kruithof. Kruithof. Moi je dirais Kruithof, mais bon, c'est le côté... Kruithof, probablement. Thomas Kruithof avec donc c'est avec Virginie Fira. Qui campe une responsable qualité dans une usine agroalimentaire et qui décide de participer au mouvement des Gilets jaunes et qui découvre sur ces ronds-points une forme de fraternité et une beauté de la lutte qui la pousse à s'engager toujours plus, souvent au détriment de sa vie professionnelle et familiale. Et c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup parce que finalement, avec le recul, je trouve qu'on a une vision un peu biaisée par les médias de ce qui s'est passé pendant cette période des Gilets jaunes. Mais je ressors quand même assez mitigé du film. Je trouve que le film est quand même assez plan-plan et pas du tout dans l'énergie de la lutte qu'il décrit. Du coup, même si on comprend l'intérêt que peut avoir le personnage d'Efira pour ce mouvement au début, on comprend que tout d'un coup, elle est presque fascinée par la lutte qu'elle est en train de découvrir. Je trouve qu'on a du mal malgré tout à saisir à quel point l'effervescence qui a suivi joue sur sa motivation et puisse à ce point changer une femme qui n'était pas prédestinée à devenir rebelle. Et là, en fait, ça devient presque quelqu'un qui va mener ses compagnons de rond-point vers la capitale. Donc je trouve qu'on saisit pas à quel point tous les événements qui sont passés, toute l'effervescence qu'il y a eu à la fois médiatiquement, à la fois sur ce rond-point, peut mener à ça. Je trouve que les scènes de manif manquent clairement de moyens. Ça manque clairement de souffle. On sent que ils ont pris 10 personnes et qu'ils ont ils ont pris un zoom et que du coup on voit 10 personnes en train de marcher, mais bon, au niveau du son, ça rend pas comme si c'était une vraie manif. Et du coup, je trouve que c'est pas très impressionnant, quoi. C'est pas, on voit pas tellement l'ampleur et la ferveur du mouvement. Je trouve ça bien que le film ne fasse pas l'économie de montrer la violence policière. Mais encore une fois, je trouve qu'elle le fait de manière parcellaire, pardon. On est loin du déchaînement qu'on a pu constater à chaque week-end. Voilà, en montrant une famille qui est fracturée par cet engagement un petit peu soudain, je comprends bien que le réalisateur essaie de montrer toutes les facettes du mouvement, parce que du coup, la famille de cette femme n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, ne soutient pas forcément le mouvement. Mais je trouve qu'en fait, il y avait tellement à dire, il y avait trop à dire. En fait, il essaie de dire trop de choses. Et je pense qu'il aurait dû se contenter de montrer le désespoir social dans lequel la France était plongée à l'époque et est toujours plongée, et qui a conduit des gens qui a priori n'étaient pas vraiment révolutionnaires à s'unir pour bloquer des ronds-points. Et j'ai l'impression qu'il y avait moyen de mettre un peu plus d'enthousiasme. Voilà, je parlais d'enthousiasme tout à l'heure pour la vague. Voilà, on a une énergie dans la vague que je ne retrouve pas du tout dans ce film-là. Et je trouve que ça aurait aidé à comprendre à quel point cette révolte a été pour certaines personnes une vraie bouffée d'oxygène et une manière de découvrir une forme de fraternité et de libération pour s'exprimer. Là, j'ai l'impression que le film, il fait que s'enterrer un petit peu dans le film social, bien cadré, bien formaté. C'est du coloriage sans déborder, alors que ça parle d'un sujet qui lui a débordé, quoi. Je trouve que sur le sujet, c'était Florence Omna qui avait fait un article, alors je sais plus si c'était dans Libération ou
je me souviens plus dans quel journal, mais qui elle avait été vraiment allée sur les ronds-points à l'époque, avait vraiment pris le pouls de ce qu'était ce mouvement et la qualité de ses articles est bien plus intéressante que le film qui a été fait et qui est sorti il y a une semaine ou 2 semaines. Donc voilà, un petit peu déçu. Je trouve que le sujet méritait quelque chose de plus fort et et finalement ouais ça me laisse un petit goût d'inachevé. J'ai pas trouvé ça, je trouvais ça un peu chiant quoi. Ok, entre-temps, j'ai changé l'image parce que bon, voilà. Forcément, on n'est pas sur du cinéma, on est sur de la musique. C'est de la musica, ouais. Puis c'est un peu plus, je pense que c'est un peu plus violent que Oui, ce parce que tu la dispute, c'est avec un joli petit dessin. Oui. Et ben là, on n'est plus du tout dans le joli petit dessin. Non. Maintenant, on est dans du punk post-hardcore, donc ça, autant vous dire que c'est pas la même limonade. Donc c'est le groupe La Dispute, en français dans le texte, mais c'est un groupe américain qui vient du Michigan, que j'ai découvert pas plus tard qu'hier et que j'aime beaucoup. Et j'ai passé la matinée à écouter pour voir un petit peu tout ce qu'ils avaient fait et vraiment j'ai adoré ce que j'ai entendu. Donc comme je disais, c'est du punk post-hardcore, un peu dans je trouve que dans la guitare, il y a un petit peu des sonorités de Pixies. Il y a dans la voix, il y a un petit peu de Last Train, un groupe français là que j'écoute depuis quelques temps et que j'aime beaucoup. Il y a vraiment un côté écorché avec un besoin urgent d'hurler sa rage. On y retrouve vraiment tous les ingrédients du genre, avec des chansons très très complexes, faites de pas mal de ruptures entre des parties plutôt mélodiques et puis des parties beaucoup plus violentes et pas mal criées. Mais globalement, ce qu'on peut retenir de ça, c'est ça a une très grande charge émotionnelle. C'est vraiment un groupe qui met du sentiment dans ce qu'il chante. Et ça me touche beaucoup. Vraiment à la manière de Last Train, qui a une manière de chanter qui me touche énormément. Je trouve qu'ils gèrent vraiment bien les changements de rythme dans leurs chansons. Comme par exemple dans la chanson Environmental Catastrophe Film, qui est un morceau de 9 minutes, qui est puissamment politique, qui raconte de manière très narrative, avec trois actes musicaux, la catastrophe écologique qui nous guette. Donc c'est toute une histoire, avec vraiment 3 actes, avec une voix qui alterne entre le parler et le parler fort. Le parler très très fort quand il est pas content. Et voilà, j'ai écouté presque tout ce qu'ils ont fait et je dois dire qu'il y a vraiment très peu de titres qui ne m'intéressaient pas. Je me mettais dans ma playlist au fur et à mesure où j'aimais les titres. Je pense qu'il y en a peut-être 2 ou 3 que j'ai pas mis dans la playlist. Donc voilà, je trouve qu'ils ont une formidable constance dans la qualité. Tout semble vraiment sortir des tripes du chanteur. Et vraiment, c'est le genre de truc que j'ai envie d'entendre en ce moment. Et qui finalement est assez en relation avec la vague et les braises, quoi. C'est la rage, l'expulsion de toutes ces contrariétés, de toutes ces frustrations, de toutes ces peurs, de tout, voilà. Je crois qu'Olivier va monter son propre groupe de punk hardcore dans quelques temps. Tout ça va ensemble. On en a marre, il faut le dire. Oui, tout à fait. Ok, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire ce soir. Oui. Si je ne me trompe pas, je vérifie, mais oui, c'est ça. On a fait le tour. On a fait le tour et un sacré tour effectivement parce que nous 3 on vous a recommandé donc du cinéma avec la Hola, L'amour au présent. On a aussi donc les braises, on l'a pas vraiment recommandé, mais bon voilà, ça vaut le coup d'œil malgré tout. Vous pouvez aller le voir. Moi j'ai trouvé ça un peu voilà, il y a un trio de Hugh Grant avec Nightingale, Heretic et donc Bridget Jones 3. Donc c'est j'allais dire 3 salles
2 ambiances. Ah oui. Plutôt. Puis il y a aussi de la série avec The Chair Company et Stumble, et du jeu vidéo avec Dispatch. Voilà, donc vous avez de quoi faire pour ce froid qui débarque. Et c'est pas fini. Donc voilà, si vous voulez rester chez vous, regarder des trucs, écouter de la musique et vous comment dire, un peu mode cocoon, bon, à part pour hérétique. Coucougne. Coucougne. C'est quoi ça? Cocoon, j'ai mélangé, c'est pas grave. J'étais perturbé parce que je vois qu'il y a des trucs qui sont en train de bouger sur l'écran. On dirait une pâtisserie du Pays Basque, à Coucougne. Ah ouais, bah il doit bien y avoir. Je crois qu'il y avait un truc qui s'appelait la coucougnette et c'était des petites trucs de masse-pain. Voilà, faudrait que je revérifie. Quoique, de toute façon, dès que ça parle de bites et de couilles, il y a forcément une pâtisserie. Ce sera la fin de cet épisode. En tout cas, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine et des bonnes recommandations culturelles. Et entre-temps, ben, on vous souhaite aussi une bonne... Jovi! Et la prochaine fois, j'ai mis la version en vidéo. Comme ça, on verra R2D2 se casser la gueule. Le pauvre R2.